démarre tout de suite, Marc Fesneau, avec la commission d'enquête sénatoriale qui a remis hier un rapport sur l'affaire Benalla. Est-ce que vous admettez le fait qu'il soit accablant contre l'Élysée, comme les observateurs l'ont souligné? Non, enfin d'abord, rien dans le travail de la commission d'enquête et dans le rapport que j'ai pu parcourir, parce qu'on l'a eu assez tard hier, qui ne soit connu et qui ne soit su des uns et des autres. Deuxième chose... Ça n'empêche pas qu'il soit sévère. Non, mais rien qu'il soit su sur les faits. Après, la commission d'enquête, elle dit un certain nombre de choses. Elle fait d'ailleurs... Elle dresse un certain nombre d'hypothèses sans apporter la preuve de quoi que ce soit. Et par ailleurs, je pense qu'il faut que chacun soit restauré dans son rôle. Qu'il y ait des commissions d'enquête pour contrôler l'action du gouvernement, c'est d'ailleurs d'ordre constitutionnel et c'est très bien. La commission d'enquête, elle produit un certain nombre de préconisations. Mais établir les faits, ça n'est pas le rôle de la commission d'enquête. Établir les faits, c'est le rôle de la justice. Il faut bien distinguer. Pour vous, elle a outrepassé son rôle, cette commission d'enquête ? Je ne sais pas si elle a outrepassé son rôle, mais moi, je rappelle en tout cas ce que sont les règles de droit. Et les règles de droit constitutionnelles qui protègent tout le monde d'ailleurs, et qui protègent y compris les institutions sénatoriales et Assemblée nationale, c'est de ne pas s'immiscer dans les affaires de la justice. La commission d'enquête produit des allégations, des hypothèses et produit un certain nombre de préconisations. Ça n'est pas le rôle de la commission d'enquête que d'établir des faits, puisque ça c'est le rôle de la justice. Personne n'imaginerait que la justice vienne interférer dans les affaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et donc ça c'est un premier élément de diagnostic. Assumons le fait que la commission d'enquête, elle n'est pas en suspension dans l'air, elle puisse porter un regard politique. Et manifestement, c'est un regard politique qu'elle pose sur le fonctionnement de l'Élysée et de l'État globalement. Et acceptons du coup que comme c'est un regard politique, on puisse avoir un avis différent du sien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la justice établit les faits, la commission d'enquête établit autre chose. Elle établit ses préconisations, son sentiment, son avis, et c'est un avis éminemment politique. Et le mot politique n'est pas un gros mot. Et le gouvernement et l'Élysée répondra sur un certain nombre... C'est un gros mot dans la bouche d'un certain nombre de membres de la majorité qui lui reprochent d'être politique. Non, mais je veux dire, non, ce qu'il ne faut pas, c'est se parer derrière une commission d'enquête pour dire j'ai établi des faits et je me mets dans le rôle de la justice. La justice a un rôle d'une autre nature. Et il transmet à la justice, vous savez bien, il transmet. Et par ailleurs, elle transmet rien à la justice, elle transmet à la justice, pour M. Benalla, M. Kras, si j'ai bien compris, l'idée qu'ils auraient produit un faux témoignage. Pour le reste, elle ne dit rien d'autre. Mais est-ce que pour vous, clairement, c'est une commission politique? C'est un rapport politique qui a été rendu. Mais par nature, une commission d'enquête, elle émane de parlementaires et c'est d'une certaine façon sain qu'en démocratie, une commission d'enquête puisse exprimer un certain nombre de choses, mais ne nous parons pas derrière autre chose qu'une commission d'enquête qui porte un regard politique. Parmi les points de vue exprimés hier, il y a eu l'incompréhensible indulgence de la part de la hiérarchie d'Alexandre Benalla, qui a été pointée d'emblée par la sénatrice Muriel Jourda. Philippe Bas, lui, a dit qu'il n'y aurait pas eu d'affaire si des sanctions appropriées avaient été prises dès le 2 mai. Vous pensez que là, sur ce point précis, ils ont raison ou ils sont à nouveau dans la politique? Ils sont dans leur interprétation, ils ont le droit de le faire. Hein. Dès le 2 mai, il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prises. À leur sens, elles ne vont pas assez loin, n'auraient pas été assez loin. Mais enfin, il y a des sanctions qui ont été prises. Et à tout moment... quand il y a eu des sanctions ou quand il y a eu des demandes de restitution de tel document, ils ont été faits sans la pression de la commission d'enquête et sans qu'on demande que ça soit fait. Ça a été fait assez naturellement. Et donc, moi, il me semble que le travail a été fait pour faire en sorte... Après, vous avez en face de vous quelqu'un qui manifestement a décidé, c'est d'ailleurs ce pourquoi il est désormais en détention provisoire, de s'extraire de toutes les règles et de ne pas respecter ce qui lui était demandé. Après, c'est à la justice de trancher. Est-ce qu'il a décidé de manière seule ou est-ce qu'il y avait un sentiment d'impunité chez lui, peut-être justifié parce qu'il était protégé par l'Élysée? Le sentiment d'impunité qu'il a peut-être pu avoir n'est pas lié au fait qu'il ait une impunité, mais au sentiment qu'il a perçu lui-même de l'exercice. C'est tout le rapport que les uns et les autres nous devons exercer avec le pouvoir. Manifestement, M. Benalla avait un rapport malsain au pouvoir parce qu'il a eu le sentiment, et je répète, c'est bien un sentiment, qu'il pouvait s'abstraire des règles de justice ou des règles de bon fonctionnement. Mais ne disons pas que sa hiérarchie, le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, n'ont pas fait le travail qui était nécessaire en temps et en heure pour faire en sorte que M. Benalla restitue ou rentre dans l'ordre. Alors, et aussi, ils sont pointés du doigt. Alexis Collère, Patrick Stroda, la commission parle mais c'est là de qu'on peut avoir d'incohérence. On a le droit d'avoir un désaccord avec la commission d'enquête. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord? Mais je trouve qu'en plus, c'est une forme d'allégation en disant... Ils ont manifesté, ils ont contribué à la manifestation de la vérité, c'est mis dans une des dernières phrases de conclusion. En même temps, on se demande si, on émet l'hypothèse que, on ne sait pas si. Oui, mais ça, c'est pas des faits. Ils reconnaissent, et c'est quand même au moins justice que de le dire, que M. Stroda en particulier, et tous ceux qui sont intervenus ont participé à la manifestation de la vérité et participé au travail de la commission d'enquête. Après, ils élèvent des hypothèses. Puis il y a un dernier point qui est un peu plus gênant, moi je le dis très franchement, c'est d'une certaine façon, ils disent à la justice, il faut que vous regardiez, il faut que vous fouilliez. Pas plus le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif n'a d'ordre à donner à la justice. Qui imaginerait que le gouvernement
viennent donner un ordre à la justice sur tel ou tel fait qui pourrait se dérouler. Donc il y a atteinte à la séparation des pouvoirs pour vous. C'est un principe constitutionnel, mais au-delà de, pour ceux qui nous écoutent, le pouvoir politique n'a pas à donner d'ordre au pouvoir judiciaire. Parce que si on fait ça, on assiste à une dérive qui est extrêmement grave, me semble-t-il, et en mettant d'une certaine façon subrepticement le doigt dans cet engrenage, je pense qu'on fait défaut au principe de séparation des pouvoirs, et par ailleurs, on fait principe au bon fonctionnement d'une démocratie. Pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut que la justice soit indépendante. Les juges se saisissent s'ils ont envie de se saisir, et personne n'a à dire aux juges, vous devez vous saisir. Le président de la République, justement lui, a prononcé un discours fort hier soir contre l'antisémitisme devant le CRIF hier soir, c'est le dîner annuel. C'est suffisant à vos yeux, ce qu'il a dit, le président de la République? Oui, je pense que c'est suffisant et je pense qu'il porte la parole de beaucoup de ceux et celles qui ont été choqués par les faits qu'on a vus se dérouler. Il y a quelque chose de lancinant et de permanent désormais dans un certain nombre d'expressions qu'on voit à l'occasion des manifestations. Mais reconnaissons que ce ne sont pas des faits qui sont nouveaux. Je veux dire, la vie politique française est ponctuée depuis des années d'actes antisémites, de paroles antisémites. Et c'est pour ça que la parole compte. Et moi, j'ai toujours été très attentif sur ces sujets-là, comme sur d'autres, à ne pas laisser dériver la parole. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une libération de la parole? Mais c'est pour ça qu'il faut que... Et alors, elle se libère, et elle se libère sur des supports qui ont pris une expansion et une puissance très forte. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en particulier. D'où l'expression du président de la République de regarder comment nous pourrions légiférer pour faire en sorte que cette parole-là sur les réseaux sociaux soit régie par les mêmes règles que ceux qui la libèrent sur d'autres supports. Vous faites un acte, vous écrivez quelque chose d'antisémite sur un mur, c'est répréhensible. Vous l'écrivez sur un mur Facebook, celui-là, virtuel, ça n'est pas répréhensible. Ça pose un problème. Et donc, il faut que nous regardions à légiférer dans ce domaine. Vous avez une idée de ce que pourraient être les grandes lignes de cette future législation? Et puis, on va regarder. En tout cas, il y a les affaires de support Internet et la façon dont on peut à la fois poursuivre ceux qui derrière l'anonymat se cachent sur ces sites, et puis par ailleurs les hébergeurs, ceux qui sont responsables, ils portent une responsabilité. Alors à propos de législation, est-ce que vous pourriez nous apporter une précision sur une phrase forte qui a été prononcée par le président hier? L'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme. C'est la forme moderne de l'antisémitisme. Il a été applaudi sur ce passage-là. En même temps, nous on avait compris que pour lui, pénaliser l'antisionisme tel que c'est proposé par le député Sylvain Maillard, par exemple, n'était pas la solution. Du coup... D'abord, il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui. Et la question, donc, nouvelle loi, pas nouvelle loi? La question, je vais essayer de répondre à votre question. La question, c'est d'abord avec les outils qui existent, de lutter contre l'antisémitisme. Et je pense qu'on a une panoplie d'outils. On a parlé de le compléter sur les supports dématérialisés, si je peux dire. Après, on voit bien qu'un certain nombre de gens se servent de l'antisionisme pour porter au final une parole antisémite. Comment ça se traduit dans la loi? Il faut voir, il faut regarder, parce que ce n'est pas la peine non plus de lever un débat qui soit un débat qui n'est pas le débat de la lutte contre l'antisémitisme. Mais parfois, l'antisionisme sert d'anti-paravent. Encore que l'antisionisme, depuis 1948, si je peux dire, il a beaucoup évolué. Il y a l'antisionisme qui ne reconnaît pas le droit à Israël d'avoir son État. Il y a l'antisionisme qui ne reconnaît pas le droit à Israël d'avoir des colonies. Donc ça a différentes formes. Donc il faut regarder précisément les choses. Il est là le point clé, c'est la négation de l'État d'Israël. Il me semble que la négation de l'État d'Israël, c'est un élément clé pour ceux qui véhiculent par ailleurs et qui se servent de ça comme support pour l'antisémitisme. Il faudra regarder les éléments. Mais aujourd'hui, une loi n'est pas exclue Moi, j'ai pas entendu dans les propos du président de la République qu'il ne voulait pas regarder la définition, mais ça ne nécessite pas forcément un support législatif. On regardera ça aussi. Un mot sur la politique, sur les européennes. Je vais parler à l'homme du MoDem, puisqu'Agir a désigné hier des candidats pour cette élection européenne, au premier rang desquels la sénatrice Fabienne Keller. Est-ce que vous souhaitez que ces candidats désignés par Agir rejoignent votre liste La République En Marche MoDem? Je pense que ceux qui portent le même message européen, ceux qui portent la même vision, qui n'est pas une vision béate de l'Europe, mais qui est une vision de dire la solution, elle est dans l'espace européen. Et quand vous regardez les sujets d'immigration, les sujets de guerre commerciale, si on croit que nous, Français, tout seuls, nous pourrions résoudre ces problèmes, on fait une très lourde erreur. Et donc tous ceux qui portent ce message-là, ils ont vocation à être donc vous dites aux candidats d'Agir, rejoignez-nous sur notre liste. Oui, enfin ils sont grands, j'allais dire, et ils se détermineront eux-mêmes, mais il y a une logique, et je crois qu'ils partagent cette logique, que de faire en sorte que tous ceux qui portent le même espoir, les mêmes exigences et le même espoir européen puissent se retrouver sur la même liste. C'est quand même assez logique quand vous portez les mêmes idées. Quand vous portez les mêmes idées, c'est quand même assez logique que vous puissiez vous retrouver sur la même liste pour les défendre ensemble. Qui conduira cette liste? On a une idée. Est-ce que ça peut être quelqu'un du MoDem? Ça peut être qui que ce soit du MoDem ou non du MoDem. On verra ça dans les semaines qui viennent. Je suis ministre des Relations avec le Parlement. Je ne suis pas en charge de ces questions. Ça ne sera pas vous. Ça ne sera pas moi, ça je peux vous confirmer. Alors, je suis très mal informé, mais à ma connaissance, ça n'est pas moi.